Très heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle émission Zoom. Et pour avoir toujours et savoir ce qui se passe sur Zoom et partout en RDC dans le monde, eh bien, c'est simple. Abonnez-vous à votre chaîne Arsène Kamango TV. Nous avons parlé la fois passée avec le capitaine Bosengue. Le capitaine Bosengue, vous le savez déjà, qui nous a écrit ce livre, Le vrai Mobutu. Ce livre qui n'est pas encore édité, qui va bientôt sortir, grâce à vous bien sûr, parce que je sais que vous trouverez sûrement un éditeur pour ce livre. Mais entre-temps, vous pouvez quand même trouver quelques petits exemplaires très limités, une série très limitée, ici à Kinshasa, aux éditions CEDI, c'est les protestants, vers Marsavco, ici à Kinshasa. Le vrai Mobutu, signé le capitaine Bosengue. Nous allons décortiquer ce livre tout au long de vos émissions Zoom. Mais pour aujourd'hui, nous recevons une fois de plus le capitaine Bosengue parce que la fois passée, nous nous sommes arrêtés sur une question. La question était, pourquoi y a-t-il eu le premier pillage? Telle était la question. Et aujourd'hui, vous avez la réponse dans votre émission Zoom sur Arsène Kamango TV. Tout de suite, Zoom. La fameuse question, d'où est venu le premier pillage? Une question pertinente. Le premier pillage, avant de répondre à la question du premier pillage, je dirais que c'est parmi les erreurs. Les erreurs. Bon, je commence à vous pas répondre. Le premier pillage a été le résultat d'une accumulation de frustrations au niveau de l'armée. Le mauvais langue disait que c'est Mobutu qui avait commandité ça. Mais Mobutu gagnait quoi en faisant le pillage? Puisque lui, son aura, c'était celui qui contrôle l'armée. Tout à fait. Les Américains, ils pesaient à cause de ça. Mais là, si son armée commence à faire des pillages, c'est que son aura diminue. Le Mobutu n'avait pas de raison pour faire des pillages. Les pillages, en fait, moi, mon ami, ça m'engage moi. C'est la conséquence d'une longue et assurée campagne d'intoxication de l'opposition à intoxiquer les militaires. C'est-à-dire? L'opposition politique. Oui. Vous souffrez, ils ont les pageros, les mouvanciers. Et puis, la goutte d'eau qui a fait déborder, c'est ils étaient payés. Nouveau Zaïre. Nouveau Zaïre. Quelque chose comme ça. Je crois que c'est entre Donabeja, ou bien Nouveau Zaïre, ou bien. Où il y avait un problème de monnaie là, à l'époque là. Mais là, qui sont touchés? Les politiciens ont dit qu'il ne faut pas consommer cette monnaie-là. Ah, c'était le 5 millions, je pense. Le Donabeja. Donabeja. Oui. Non, Donabeja. Oui, Donabeja, tout à fait. Voilà les problèmes. Déjà, les terrains étaient déjà minés, l'intoxication, ils donnent de l'argent aux mouvanciers, ils sont bien, ils ont des pageros. Mais attendez, mais si je me souviens très bien, le Donabeja avait été démonétisé par Étienne Tshisekedi qui fut Premier ministre. C'était au Palais du Peuple même, je m'en souviens très bien. Tout est parti de là. Oui, il a dit, je déclare le bout de 5 millions démonétisés. Ils viennent de toucher ça. Je m'en souviens de ce jour-là, et là, ça me mit la poudre au feu. Mais vous retrouvez, vous avez de l'argent pour faire quand même les marchés. Vous retrouvez que ce n'est plus cool, les gars. Faites quoi? Vous allez mettre les pieds. Donc, ça veut dire que de ce côté-là, il y a eu... Ça avant d'en arriver là-bas. L'opposition politique, déjà vers les années 90, au début, là, on a fait le tour de l'Europe pour sensibiliser les capitales occidentales à couper l'aide aux Zaïre. Ça faisait déjà que l'économie commençait à chuter. Parce qu'il n'y avait plus ce subside-là. Et maintenant qu'ils ont touché l'argent, on démonétise l'argent. C'était envoyé au pillage. C'était une erreur au niveau de l'opposition politique. Ils étaient partis un peu trop loin. Mais le principal enseignement à retenir pour moi par rapport à ces pillages,
par rapport à l'avenir de notre armée. Je ne sais pas si j'ai déjà répondu à la question. Oui, c'est ça. Juste, moi, je veux quand même poser une question dans la question. Oui, d'accord, on a dit qu'il y avait l'intoxication qui venait des opposants, tout ça, d'accord, on a compris, que le paiement, ils avaient été payés, les mouvanciers, tout ça, d'accord. Mais de l'autre côté, la question que j'aimerais quand même vous poser, mais est-ce que vraiment tout se passait bien dans l'armée en cette époque-là? Non. Il y avait des problèmes, hein. Il y avait déjà des problèmes au niveau de l'armée. Déjà à cette époque-là, puisque on s'acheminait déjà, on était vers 91, non? Oui, tout à fait. On est vraiment... C'est la question. Je disais que le phase, la puissance, la grande valeur combative, l'exceptionnelle valeur combative des phases était l'action d'un homme qui avait un état d'esprit et qui gérait ça. Mais en 90, comprenez mon monsieur, je prends congé de moi pour plaire. Oui. Vous ne contrôlez plus l'armée. Donc, on est en 90. Ah oui, le 30 avril, le 24 avril, pardon, 24 avril 90. Quand il fait demi-tour, là, il part, c'est fini. Cet homme-là était... Est-ce que vous savez qu'il pouvait faire déployer les blindés? Et en tant que commandant suprême? Oui. C'est qu'il avait les blindés au Kanchach. Il a préféré prendre l'avion calmement aller à Guado. Ce qu'on disait, il empêche ce qu'il dit. Frère, nous qui suivions un peu de loin, le maréchal était dégoûté. Il ne voulait plus. Il était là. C'est comme vous avez une déception. Hein? Vous changez de quartier. Vous savez tout ce qui est. Tu veux un peu oublier ça. Il était ailleurs, en train de faire de sortir avec des villageois. Et on dirait qu'il interférait plus sur de l'armée. Et le chat parti, les souris dansent. Chaque partie de souris danse. Ça signifie que les généraux ont pris commande à partir de 90. Quand il est parti, il a pris commande au niveau de l'armée. Ce n'était plus la même gestion de l'armée que du temps de Mobutu. D'accord. À partir de 90 déjà là. Oui. Ça préparait déjà les terrains de pièges de 91. Maintenant, le principal enseignement à retenir de ce piège-là, c'est intéressant aussi pour même ceux qui nous dirigent présentement. C'est parmi les rares fois où le président Mobutu a commis une erreur. C'est-à-dire? En tant que commandant suprême, c'est de pardonner les pires. Cette histoire-là, il ne devait pas les faire. L'armée, c'est clair. La mutinerie, la rébellion, vous passez sous les armes. Cour martiale. On devait faire. Vous savez qu'on ne fait pas les essais cassés. La pitié ne fait pas la force d'une armée. La pitié ne fait pas la force d'une armée. C'est la rigueur qui fait la force d'une armée. D'accord. Si le commandant suprême Mobutu avait pris quelques, comment on appelle, les meneurs là, 3 ou 4 ou 5, procès en flagrance, audience publique, suivi des exécutions ou comment, on n'aurait pas à avoir les pièges de 92. Oui, parce qu'il y a eu 2 pillages. Il y en a eu 2. Oui, tout à fait. Juste après. Oui. Parce que les gens, c'est comme... Bon, c'est pas bon comme exemple. Hein. J'ai compati à la douleur des familles éprouvées pour le congelé de Pentecôte. Oui. C'est parmi les erreurs aussi du Mobutu. Il devait quand même, à mon avis, il devait gracier ces gens-là. Mais il ne l'a pas fait. Ça n'honore pas, c'est une tâche, oui. Une tâche dans le moubutisme. Hein. Oui. Ça, on doit le reconnaître. Mais néanmoins, il a eu l'effet qu'il recherchait. Il voulait frapper l'imaginaire pour dissuader. Et c'est comme ça qu'il a aussi, de 67, 70 jusqu'à. Les coups d'État ne sont venus que vers les 77, 70. Il est quand même un temps mort. Si le maréchal avait sévi l'auditorat militaire, les exécutions, on n'allait pas avoir les pièges des 92. Maintenant, la conséquence la plus fâcheuse, c'est quoi? Il n'y a pas de 201. Maintenant que le maréchal avait pardonné ça, ça a mené le deuxième piège. Oui. On ne peut plus sévir. Ah voilà. La conséquence, c'est quoi? Maintenant, notre armée, chaque fois que les militaires se retrouvent en position où ils peuvent combattre,
ou piller. Mais qu'est-ce qui est plus facile? Piller. C'est de piller et de se replier. C'est devenu une tradition qui est partie de là. Mais avant, ça n'existait pas. Jamais il y a eu des guerres de Jamais on a entendu que les militaires ont pillé. C'est devenu de quelque part. Et c'est resté jusqu'aujourd'hui. C'est devenu une coutume maintenant. Vous entendez même Bounaga, il regarde, il dit bon, c'est lié aussi aux conditions. Hein. Si je me fais blesser, est-ce que je serai soigné? Est-ce que ma famille, tout ça, ça pèse? Mais dire qu'aujourd'hui, nos militaires ont tendance facilement à céder au pillage qu'à combattre. Et ça, je reviens sur ce qui s'était passé à Brazza. Oui. Les héros ne pillaient pas. Les héros ne pillaient pas. Non. C'est pas qu'ils ne pillaient pas, ils pillaient. Mais leur chef ne voulait pas qu'ils pillent. Et quand ils pillaient, c'est-à-dire qu'en cachette, c'était pas autorisé. C'est pourquoi ils étaient efficaces. Parce que quand vous êtes déjà pillé, vous commencez à piller, vous devenez lourd. Vous avez votre poste téléviseur qui vous protégez. Oui, le butin de piller. Oui. Ils étaient surpris que les héros soient efficaces, plus que tout le monde. Il y avait aussi, entre autres, ça. Puis le chef des héros tenait à ce qu'il ne pille pas. Mais un militaire, vous ne pouvez jamais le contrôler à 100%. Il peut le faire, mais peut-être en cachette. Voilà. Donc cette histoire de pillage, le pardon, là, 91. Le pardon du maréchal, au mutin. C'était une mauvaise chose. Oui. Et il faudrait maintenant qu'on arrête quelque part. Solution. Vous savez maintenant, par pour les jeunes filles, les viols. Voilà. Les gens commencent maintenant à hésiter beaucoup. Hein. Puis j'étais en prison, hein. J'ai vu l'état d'esprit. Ah, viol, viol. Maintenant, les gens savent que viol, ça ne pardonne pas. D'accord. Les magistrats ne pardonnent pas. D'accord. C'est inhibiteur. Oui. Ça inhibe quand même la criminalité. Oui. Il faudrait qu'au niveau de notre armée, on arrive vraiment à un coup là, à frapper fort. Pour dire que c'est fini cette tradition-là. D'accord. Maintenant, vous pillez, on va vous passer par les armes. D'accord. Et ça peut s'interrompre. Mais sinon, ça va se... Il y a laissé aller. Oui. Défendre des positions, puisque le militaire est tenté de piller et de se replier que de combattre. Ou alors, s'il a déjà pillé, il combat difficilement, puisqu'il a des biens lourds. Voilà. Vous avez été nombreux à réagir. Eh bien, nous sommes là, effectivement, pour alors répondre à vos questions, vos attentes, vos suggestions. Et nous sommes là pour vous éclaircir sur tout ça. Merci, capitaine, pour éclaircir. Mon frère vous conviendra avec moi que sur ce point que cette émission a aussi une vocation pédagogique. Nous sommes en train de procéder à la révisitation de l'histoire nationale pour éviter que... En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens prennent parfois ce que nous disons ici comme une critique destructive. Jamais on ne basculera dans la critique destructive. On fera de la critique objective, de sorte que cette révisitation de notre histoire puisse faire en sorte que ce qui nous dirige présentement ne puisse pas tomber sur le même travers du passé. D'accord. C'est surtout cet aspect des choses sur lequel j'insiste. En fait, je voudrais revenir sur 3 points, 2 ou 3 petits points avant de répondre à la question. Je voudrais donner des précisions sur la biographie. Hein. Quand je parle par exemple de Manda. Manda Mobutu, bien sûr. Quand je dis que Manda Mobutu avait quitté l'armée un peu plus tôt, je me suis trompé. Pourquoi? Puisque, en fait, on était tous à la frontière. Un Sierre était à Kisenge. Sierre, c'est-à-dire CC Movoto. Était à Kisenge. Manda était à... Non, le Goumani était à Moussumba. Manda était à Sandoa. Effectivement, il était là-bas. Il n'était pas réparti comme j'avais dit. Et de Sandoa, il est parti à la 40e brigade. 40e brigade. La 40e brigade commando de choc à Kisangani. Ah, d'accord. Et de là, Sierra est reparti de Kisenge Manganese. Il était rappelé à Kinshasa, où il devait suivre la formation à l'école de vol, de la force aérienne. Voilà, on était resté avec Guemani. D'accord, Golf. Ça, c'est le premier point sur la formation. Le deuxième point, là où j'avais un peu perdu de vue la fois passée, c'est que, à notre époque, quand on sortait de l'effort,
quand le sous-lieutenant sortait les LFO, lieutenant d'infanterie, hein, parce que je veux dire la fois passée, j'ai fait la paire de choses. Les gens de la logistique et de l'administration, ils pouvaient rester à Kinshasa. Mais nous, les autres, tout ce qui est infanterie, unité de combat, on devait être à l'intérieur. Mais avant d'aller là-bas, quand vous sortez de l'EFO, vous devez faire une école d'application. C'est ce que je n'ai pas dit la fois passée. Une école d'application, c'est-à-dire par rapport à votre arme. C'est-à-dire que les gens de l'infanterie, oui. Après l'EFO, obligatoirement, ils allaient à Kotakoli. Tout le monde allait à Kotakoli pour faire les fonctions commando. Mais quand vous revenez, les gens de l'infanterie allaient faire, on appelle ça CEPSLI, Centre de perfectionnement pour sous-lieutenant d'infanterie, à Kitona. Ah, ok. Les gens de nous, par du génie, on allait à l'école du génie à l'autre, à Kolosi, à Likasi. Les gens de la transmission allaient à l'école de transmission à Kanang. Et les gens de l'artillerie allaient à l'école d'artillerie à Kitona. Les gens de blindés allaient à l'école de blindés à Banzangungu. Donc, vous sortez de l'EFO, vous faites la formation commando, et vous ne commencez pas à travailler, vous allez à l'école d'application. C'est après l'école d'application que vous allez dans les unités. Maintenant, pour ce qui est des trois collègues, Manda et les autres. Dans Manda, Konga et Golf Wemani. L'école d'application. Le maréchal avait tenu que ce soit, ils fassent l'Israël. Ils ont fait la reconnaissance. Ça, c'était la volonté du maréchal. Oui. Ils sont partis là-bas pour faire la reconnaissance. Par après, je verrai que c'est pas par ça qu'il avait fait ça. En Israël. En Israël. Il prévoit déjà la reprise de la coopération avec Israël qui était interrompue. Et il prévoyait déjà ça. C'est comme ça qu'à leur retour, ils sont partis faire la reconnaissance. La reconnaissance, c'est le commando. D'accord. Ils ont fait ça en Israël. Donc ça, c'est l'aspect que j'avais perdu de vue. Et que tout le monde, après l'effort, devait faire une école d'application. Deuxième élément que j'avais perdu de vue, c'est que l'EFO vous donnait droit à un titre de chef peloton d'infanterie de l'armée et de gradué en sciences sociales. D'accord. Et ce qui a fait que dans le futur, quand j'ai voulu continuer mes études civiles, je n'avais plus de temps puisque j'avais déjà mon brevet de l'EFO qui équivalait à gradué. Et j'ai complété 2 ans. Ça fait Bac plus 5, l'équivalent de master. J'ai un master en sciences politiques. Ça, je ne l'avais pas dit. Ah, en sciences politiques. Ah, d'accord. Et ce qui fait que ça m'a permis d'aller en 3e cycle pour faire le diplôme de management de la paix, défense et sécurité. Ça, c'est bien important. Deuxième précision que je voulais donner par rapport à la fois passée, quand je parlais de l'exercice, j'ai dit que, à mon avis, oui, la trahison y est pour beaucoup dans ce qui mais il n'y a pas que la trahison. Là, on parle de l'armée, hein? Dans l'armée. Oui. Il y a surtout, j'ai parlé de pomme de manque d'exercice. D'accord. Dans les exercices, j'ai parlé de manœuvres militaires, de manœuvres de batailles, de compagnie. Mais je devais aussi mentionner le fait qu'il y a ce qu'on appelle, en fait, les anglo-saxons disent physical training. C'est-à-dire que la préparation physique du soldat et de l'officier est journalière. Ah, d'accord, ok. Nous, à notre époque, c'était tous les jours. Les crosses matinales, surtout dans les unités de combat. Oui. Et mon frère Arsène, vous remarquez une chose, je reviens dans la critique objective, la construction. Vous remarquez une chose, que si vous prenez une photo des généraux de Mobutu, oui, vous verrez que ils sont... Les boumouplas, comme on dit. Moi, je ne suis plus commando, mais regardez. Oui, physique, sportif. Ça vient de la formation. D'accord. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas... Nous devons reconstituer notre puissance militaire. Ça, c'est l'objectif. Pour que notre État retrouve ce qu'il était, une force centrale, nous devons recommencer par reconstituer notre puissance militaire. Il faut corriger des failles au niveau de l'instruction, dans les unités. Il y a ce qu'on appelle les physiques, l'exercice Bon, montez un peu le micro. La condition physique. Les militaires doivent s'habituer à se réveiller à 5 heures à faire les crosses. Ah, à 5 heures, 5 heures, d'accord, oui. Ok. Il revient 5h45, il serre les bottines, puisque 6h30, il était déjà à la parade. Ça fait partie de la formation. Ça vient de la formation. D'accord, d'accord. Quand la formation de base est bâclée, on ne garde pas ces réflexes-là. Moi, jusqu'aujourd'hui, je garde les réflexes-là, c'est par rapport à la formation. Oui. Je vous informe que jusqu'à 45 ans, 47 ans, le GMAF faisait la chute libre. Ah ouais? Il faisait la chute libre. Ok.
Il sautait à 2000 mètres. Ouais. Pourquoi? Parce que chute libre, c'est-à-dire en parachute. En parachute. D'accord. Il a gardé la formation qu'il avait. Ok. Donc ça c'est important. Et puis il y a ce qu'on appelle l'instruction permanente au niveau des unités. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on est dans un bataillon par exemple. Le commandant bataillon il organise, il dit bon, il y a 3 compagnies. Il y a une compagnie qui sera de piquet, repos, garde, une compagnie qui sera de garde et une compagnie qui sera d'instruction. C'est-à-dire que les chefs de peloton, vous devez chaque jour remémorer. On dit que la répétition c'est la mère de la science. Ça c'est au niveau des unités. L'instruction permanente au niveau des unités. Donc je me résume la préparation physique individuelle, l'instruction permanente des unités. Il y a aussi la formation de l'officier quand il sort de l'école. Il allait faire une école d'application par rapport à sa spécialité. Ça, c'est des points sur lesquels je n'avais pas mis l'accent la fois passée, mais c'est important. Bon, on y reviendra. D'accord. Alors, le deuxième volet de feedback, c'est... Bon, les gens... Moi, personnellement aussi, j'ai eu, à travers Facebook, les gens m'ont posé des questions sur l'histoire de Kinyarwanda. Voilà, cette question-là est beaucoup revenue. Effectivement, beaucoup de gens ont posé des questions et beaucoup n'ont pas été d'accord avec vos propos sur le Kinyarwanda quand vous avez dit que ça fait partie des langues. Pour commencer, je voudrais dire ceci. Votre serviteur, tel que je suis là, bon, je peux sans exagérer dire que plus patriote que moi, tu meurs. D'accord. Ça, je voudrais fixer les idées. Moi, je n'ai pas travaillé avec l'AFDEL. Vous savez pourquoi? Réponse? J'avais trop combattu les Rwandais. Ah, vous aviez trop combattu les Rwandais. À quelle époque? Avant qu'ils n'arrivent à Kin, au début, c'est là où je voulais en venir. Ok. Le premier officier qui meurt, que les Rwandais tuent, il s'appelle le major Ourom. Congolais, Zaïrois, pardon. Du SARM. Du SARM, d'accord. Vous savez comment il est mort? La population intoxiquée nous prenait pour des hiboux. Ah, ok. Les Rwandais et les rebelles de l'AFDEL étaient les libérateurs. C'est comme ça que la population est partie, a trahi, à montrer, à donner aux rebelles il est tombé en embuscade et il est mort. Ah, il est tombé en embuscade ici à Kinshasa? Non, à l'intérieur. D'accord. Ah, ok. Alors, c'était de me souvenir, de ce que je sache, c'est le premier officier. La première des victimes que nous avions. Du SARM. Du SARM. Direction des renseignements militaires. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, au début de la rébellion de Banyamulenge des Rwandais, si les gens peuvent avoir de bonnes souvenances, ils se souviendront que il y avait des bombes, des poses de bombes à Goma. Oui. Tout est parti à l'aéroport, chose pareille, oui. Des machets. Tout à fait. Au fait, au niveau de la guerre non conventionnelle, ça c'est le terrorisme. Le terrorisme sert à discréditer le pouvoir. C'est le début. Et c'est comme ça que ces jeunes, ils avaient des notions de terrorisme. Ils appliquaient ça. Votre serviteur, dans l'équipe de Congolou, nous avions été parmi les gens qui ont démantelé les réseaux de Rwandais de poseurs de bombes à Goma. D'accord. Au début de l'opération. Grâce au travail très appréciable du colonel Boyombo, mais actuellement général. Colonel Boyombo. Boyombo. Actuellement général. Il était le responsable du SAM à l'autre, du détachement de SAM à Goma. Il est en vie. Il est en vie. Il est en vie, que je salue. À qui je présente mes respects en passant. Il y a lui, il y a aussi je crois que celui-là est décédé, le major Ngandi Tofele. Major Ngandi? Ngandi, toujours du SAM. Major Ngandi, qui c'est pas celui qui était garde du corps? Non, Ngani, celui-là c'est... Ah, ça c'est Ngani, pardon. Ngandi. Et avec l'équipe privée du capitaine Congolou. Oui. On a fait ce travail-là. On est tombé sur le réseau des poseurs de bombes,
au fait de Maniamulenge. Oui. C'était le début de la mutinerie de Maniamulenge. D'accord. Là, toujours à Goma. À Goma. Alors, en menant des investigations, ça c'est important, il faut que je le suive. Ces gens-là, c'est ceux qui posaient les bombes à Goma là, ils se terraient, ils se cachaient chez le commandant de la DSP de Goma. Il se cachait chez le commandant de la DSP de Goma. Le commandant de détachement de la DSP de Goma. Chez lui, dans son domicile. Les Rwandais. Les Rwandais là. Donc, déjà, c'est une trahison. On en reviendrait quand on parlait de la trahison de Général Maïe. D'accord. Ce qui est si Général Maïe a trahi, ce sont eux qui ont trahi. On y Oui. revient. Alors, allons-y, évoluons là-dessus. Alors, Oui. maintenant, ces gens-là, ils se cachaient là-bas. Comment? Quand ils posent leurs bombes, ils vont se cacher chez le commandant de la DSP. D'où intouchable. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'allez pas les retrouver. Et il fallait que Congolo s'y mêle pour qu'on aille les retrouver. D'accord. Et derrière Congolo, il y avait des gens qui prenaient des risques Oui. dans votre Dans vous-même. Oui. On est revenu avec ces gens-là, arrivé à l'aéroport de Kinshasa, à l'aéroport des militaires de Njili. C'est pratiquement une bagarre. Les généraux voulaient les prendre. Prendre les gens qu'on a arrêtés là. les Rwandais, les terroristes, oui, oui. Les terroristes Banyamulenge. Les gens voulaient les prendre. Les gens de qui? La DSP, les généraux. Hein? Je me limite là-bas. Les généraux tels que la DSP, la garde, tout ce qui est comme au rang. D'accord. Ils voulaient les récupérer. Vous saurez pourquoi par après ils tenaient à les récupérer. Kongulu m'a donné les instructions avec Martin Passe. Il dit, Galilée, Scorpion, ces gens-là, ils ne doivent pas aller à la DSP, ils doivent aller au SARM. Ok. C'est comme ça que c'était pratiquement une bagarre à Léopard avec le général. Non, il était encore le collègue. Pas Binene, Kinene ou quelque chose comme ça. On s'est disputé ces gens-là. Nous, on a exécuté les instructions de Kongulu. On les a récupérés avec Martin Passé. On est venu avec eux à Kitambo, au lieu qu'ils aient à la DSP. Donc, chez vous à la SARM. À Kitambo, SARM, à Kitambo. D'accord. Et c'est là où l'interrogatoire s'est passé. D'accord. Il y avait une commission pour les interroger. Dans cette commission, il y avait le colonel Gilbert Ngwanda pour la DSP. Celui qui doit rester en vie maintenant, c'est le major Baïbouana. Il doit être à Brazzaville ou quelque chose. Tout le monde est décédé. Baïbouana était là pour le compte de la DSP. Je crois que ça doit être le colonel Bateau pour le compte de la garde civile. Et moi, j'ai représenté Congo. Congolo. D'accord. Dans la commission, là, il y avait une commission. Alors, pendant les interrogatoires, l'un des terroristes, leur agent opérationnel s'appelait Belens. Il dit, il constate que moi je suis pour Congo. Il demande à l'assistant si on peut parler à deux avec lui. Ok. On s'est retiré avec lui, il dit, bon, tout ce que nous avons dit ici, c'est rien. Nous, on n'a pas de problème avec les maréchals. Mais comme vous travaillez avec les fils du maréchal, moi, je voudrais que vous puissiez nous trouver un rendez-vous avec les maréchals. Je vais lui dire un certain nombre de choses à dire. Ça, c'est l'un des terroristes. L'un des terroristes. Ok. Qui passe aux aveux. Derrière la maison. J'ai dit, mais vous pouvez me faire confiance. Tel que vous me voyez, c'est vous avez vu Congo. Mais pour que je dise à Congo que vous avez, il faut quand même que j'ai l'idée. Il dit, mon capitaine, je vais vous dire seulement deux choses. Il dit, la première c'était quoi encore là? Bon, bref, il me dit, le commandant région, le général qui commandait la région de Goma, il travaille avec les services rwandais. Il travaille avec les services rwandais. Belens m'a dit. Et on peut savoir qui c'était? Est-ce que vraiment... non. Mais les gens peuvent se souvenir, 96, qui était commandant région, d'accord. 4e région militaire. Là, on est en 96. 96. Oui. Je préfère ne pas citer son nom par respect, par sa mémoire aussi, il n'est plus de ce monde. Ça, c'est un. Le deux, il m'a dit, nous, on a toujours son capitaine, bon, là, je peux encore citer, je peux quand même, son secrétaire particulier, le capitaine Maponda, on se croise régulièrement au service de renseignement des FPR à Gisenyi. Ok. Ça, c'est ce que je n'ai pas dit jusque-là, mais je préfère
dire ça au chef de l'État. J'ai dit, ah bon. J'ai dit, vous pouvez voir mes assurances par rapport à votre vie. Moi, je vais faire part à Congo. Et j'ai dit ça à Dubaï, hein, Congolo. À Congo. Il était désemparé. Il dit, ah, il a compris maintenant pourquoi on voulait que les gens là aillent chez eux. À DSP. Il bâcle les lieux. Pourquoi? Puisque celui qui est là-bas. Et avec eux? C'est la même ethnie. Oui. Donc, ils devaient protéger les frères. Donc en les mettant, si ADSP les avait récupérés, ils auraient été protégés. Au fait, ils devaient cacher l'information. D'accord. Maintenant, pourquoi ils les gardaient? C'est lié à l'argent. À quoi? À l'argent. À l'argent. Puisque, bon, c'était lié, c'était comme ils étaient achetés. Ça, c'est ce que nous savions. Ceux de la DSP étaient achetés. Le haut rang là. Oui, les hauts rangs étaient achetés. Ça, c'est important quand on dit que Maïel a trahi, Maïel a trahi. Vous savez, ce livre, on a été de revisiter notre histoire nationale. J'avais dit, il y a trop de contre-vérités. Pardon. Ceux qui avaient trahi les maréchals, ce sont ses frères, c'est pas Maïele. Ses frères, c'est-à-dire? Ses frères, les généraux. Oui. Qui veut l'abattre son avion au décollage? C'est pas Maïele. C'est ces gens-là qui communiquent avec les Rwandais, qui protègent les terroristes rwandais. Qui sont de la DSP. Ils se cachent à la DSP quand on cherche, quand il faut, ils posent des bombes. Ils fouillent, ils vont se cacher là où personne ne peut entrer. D'accord. À la résidence comme la place de la DSP. Et tout ça, j'ai dit à Congo, il dit, bon, d'accord. Il dit, Galilée, prépare-toi. Galilée, c'était vous? C'est moi. Votre code? Oui. D'accord. On va aller à Troyes avec cet homme-là voir le maréchal. Mon frère, c'était la guerre. C'est-à-dire? Les généraux, c'est à partir du moment que j'ai quitté l'armée. Ah bon? Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Puisque, au fait, personne ne voulait plus de moi. Parce que? C'est moi qui ai entêté Congo. Ah! Ok. Ils se sont arrangés pour que Congolo quitte le SARM. Ils ont manipulé le maréchal. Le maréchal n'a jamais... En fait, c'était je sais quoi, je crois que je peux le dire ici. Hein, c'est quand même 25 ans après. Le maréchal, en fait, cette histoire de mettre le maréchal à côté, ça a beaucoup joué dans ce qui nous est arrivé. Parce qu'isolé à Guadeloupe, il n'avait qu'une liaison avec Kinshasa, c'est la liaison de transmission de l'armée. Oui. Et ils contrôlaient ça. Les généraux contrôlaient ça. Les généraux contrôlaient. Les généraux qui sont là-bas. C'est-à-dire que pour que les messages arrivent au maréchal, ils doivent d'accord. Donc ils filtrent. Là, ils filtraient les messages du maréchal. Oui. Même pour que Congo l'appelle, il doit aller, parce qu'à l'époque, c'était pas maintenant comme maintenant. Oui, c'est... Il doit aller à Yankee 16. Non, il doit aller à Guadeloupe. Ah non, Yankee 16, c'est Guadeloupe. Il doit aller au Kanchadj. C'était pas Zulu 16. Zulu 16. Il doit aller au Kanchadj. Pour appeler. D'accord. Maintenant, c'est eux qui contrôlent là-bas. C'est eux qui contrôlent là. Tous ceux qui avaient... Ça devenait très compliqué. Oui. Moi, j'essaie d'insister. Un vieux parmi qui nous servait, qui nous gardait, dit moi, dans un monde où on a dit Kambozo ni hotel melangwana, ozana bana na yo tika oboko la bango. Voilà comment le maréchal n'a pas pu avoir cette information-là. Que vous aviez. Que nous avions, que Congo, que moi j'ai donné à Congo, que j'ai reçu des rebelles, qui pouvaient changer beaucoup de choses. Donc, on est encore avant le début de la rébellion. Donc on est avant l'entrée de l'AFDL. D'accord. C'est les précurseurs. Voilà un peu le niveau où votre serviteur s'est engagé pour défendre ce pays et prendre des risques pour combattre les Rwandais. D'accord. Il y a des gens qui vont dire, écoutez, à combien nous travaillons Rwandais, à combien nous défendons les Rwandais. Ce que nous on a fait, très peu de gens vont le faire. Et si les Rwandais arrivaient ici, beaucoup de gens là ils vont fuir, mais nous les Bossingos on sera là pour se battre. Ça, je voulais le dire. Quand l'AFDL est entré, vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas travailler avec l'AFDL.
Parce que nous, on était des ciblés. Donc déjà, avant leur entrée, ils savaient que le capitaine Bosengue, que tel, oui. Je vais donner un anecdote là. Bon, on m'a arrêté. J'ai plusieurs fois été arrêté depuis l'entrée de l'AFD. Cette fois-là, on m'a arrêté. On m'a amené chez le major Sayer de Ouar, à la cité de l'OIAIS. Et était présent dans la salle le colonel, il était la guerre civile, le colonel. Même celui qui est déjeuné imputé là. Et puis Louis nous là, je sais, ils étaient dans la salle. On m'a interrogé, on devait seulement m'arrêter, mais celui qui m'interrogeait, il dit, mais, je parle aussi sur elle, une partie qui s'engage, il dit, mais on me dit t'arrêter, mais je ne vois rien. Aucun motif? Bon, je dois quand même t'arrêter, puisqu'ils veulent... Si c'est l'ordre, oui. Et à la fin de la journée, on m'a amené au cachot là où il y avait le souterrain là, vers Régie des Eaux. Alors, c'est la Régie des Eaux ici? Oui. Comme vous voyez, l'entrée Régie des Eaux du camp Tchatch. Oui, Régie des Eaux, oui. Sous Camur, oui. Oui. D'accord. C'est Dieu. Alors, ma chance, c'est quoi? Quand on m'a mené là-bas, au même moment, il y avait des diamantaires, des Kassaïens qui avaient escroqué au major Sao de l'argent pour les diamants. Et à la fin de la journée, on m'a embarqué dans leur voiture pour nous l'amener au cachot. Comme c'était le vendredi, on devait nous retrouver, on le récupérer le lundi pour la suite des enquêtes. C'était ma chance. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai été confondu avec les... Je me suis retrouvé parmi les diamantaires. Ah, d'accord. Avec ma corpulence, tous les gens me prenaient aussi parmi... Les Kassaïens, d'accord. Et on a trouvé des Rwandais là-bas. Au cachot? Dans les cachots là-bas, des Rwandais. D'accord. Et la première des choses qu'ils vous font, c'est de vous déshabiller. Ça c'est qui agissent comme ça? Les Rwandais. Les Rwandais? Ils contrôlent le camp Tchatch. Oui. La première chose que vous entrez, c'est de vous habiller. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Pour regarder si vous êtes circoncis. Ah, d'accord. Si vous n'êtes pas circoncis, c'est que vous êtes out. Là, vous partez directement. Vous partez, c'est-à-dire? On vous tue. On vous tue? Parce que vous êtes out. Oui. Eux sont les Tutsis. Oui, out ou Tutsis. J'arrive, je suis déshabillé. Heureusement, avec les autres, on nous met ensemble. Pour eux, je suis parmi les gens qui ont des litiges de diamants avec le major Sam. C'était Dieu qui m'a sauvé. Maintenant, le lundi, le major Sam va envoyer son officier de liaison avec des gens. Il dit, mais donnez-nous l'homme de Congolo. Quoi? Il s'agitait, il dit, non. On m'a récupéré. Et c'était ça qui a motivé que je puisse fuir pour partir à Brazzaville. Parce que moi, je n'étais pas parti à Brazzaville. Donc, si je comprends bien, c'est cet événement-là. Je me suis dit, mais cette fois-ci, j'ai raté. Oui. Peut-être la prochaine fois, je ne serai plus. D'accord. Alors, ça, c'est pour dire que c'est ce qui a fait que je ne voulais pas travailler avec. C'est pour calmer les compatriotes qui j'ai vu comment vous commencez à défendre les Rwandais, Kinyarwanda, tout ça. On va y revenir. Mais je voulais dire que la fois passée, j'ai dit que moi j'ai fait le management de la paix. J'ai étudié le management de la paix. Management de la paix. Paix, défense et sécurité. C'était une discipline universitaire, je l'avais dit la fois passée. Oui. C'est à ce titre que les gens de la chaîne UNESCO m'utilisaient comme un expert. Maintenant, dans le management de la paix, il y a ce qu'on appelle, en fait, il y a 3 volets. Il y a la paix, la défense et la sécurité. La défense est liée au système de défense, gestion du système de défense. La sécurité est liée à la gestion des comités de renseignement. Mais la paix, excusez-moi, la paix, en fait, la paix, il y a ce qu'on appelle la culture de la paix et la résolution des conflits. C'est ça ce que nous apprenons. Mais moi, en tant qu'expert, mon frère Kamangou, cher compatriote, ne comptez pas sur moi pour faire comme tout le monde. C'est-à-dire? J'étais des luttes dans les feux, ce sont des Rwandais, il faut ceci, il faut amener la guerre. Non, moi, je suis un expert, moi, je suis un spécialiste. S'il y a la guerre ici contre les Rwandais, croyez-moi, beaucoup, on s'est retrouvés à Brazza. On s'était retrouvés à 3 capitaines à protéger les maréchals, pas son équipe. Mais tous ces gens qui faisaient trop de bruit, ils étaient à Brazza.
Et tous ces gens que vous voyez là, c'est pas sûr que quand il y a des problèmes, ils seront ici. Et nous les autres, qui habitent Boara. Donc voilà à peu près les positions que je voulais donner. Concernant comment les propos sur le Kinyarwanda, voilà que... Je rassure les gens. Oui. Plus patriotes. Oui. Que Faustin Bosségué, tu meurs. Mais en tant qu'opérateur de paix, il nous a... Tu sais, mon frère Kamango, en 2006, peut-être qu'on y reviendra, j'étais invité à un séminaire aux États-Unis, à Atlanta. Malheureusement, le général Finde est décédé, mais le général, il doit être général maintenant, Bonyoko. Il peut être présent, il peut témoigner, il peut suivre ce que je dis ici. Et le colonel Finde et le colonel Bonyoko étaient invités par les Américains au compte du ministère. Mais ils ont dit, moi on m'a invité à titre personnel comme expert. D'accord. Et quand nous sommes arrivés à ces séminaires-là, c'était lié au leadership. Hein. Leadership, on voulait montrer aux Africains qu'ils doivent s'assumer. Bon. Alors, pour illustrer ces propos, ces cours, au début de la formation, André Yang, vous connaissez, non? Et André Yang, oui. De Martin Luther. Exactement. Il dit, mettez-vous tous debout. On était à peu près à 200 dans la salle, on s'est mis debout. Il dit, fermez les yeux. Tout le monde a fermé. Il dit, mais que chacun pointe la direction du nord, en ayant les yeux fermés. Et il dit, bon, ouvrez les yeux. Il dit, ceux qui ont pointé la direction du nord, ce sont eux les leaders. Ah, je ne comprends pas là. Je suis un peu perdu. Alors, c'est une image pour dire que il a dit que les leaders est celui qui conserve la direction du nord quand tout le monde la perd. D'accord. Nous ne sommes pas leaders pour faire du populisme, pour dire ce que la population veut, même si c'est dangereux pour eux. Nous sommes leaders pour amener la population à comprendre que, attention, attention. Donc nous sommes leaders pas pour attiser le feu. Puisque, écoutez, une paix, la paix, telle que nous on a appris au niveau du management de la paix n'a jamais été un acte ponctuel. Nous pouvons aujourd'hui avoir des avions, des chars, nous battons, nous récupérons Bunagana. Nous neutralisons tout. Mais ce n'est pas une garantie pour la paix. La paix est un processus. La paix ne vient pas de l'armistice puisque celui-là a perdu. Mais on en a vu plusieurs fois. Prenons le cas du Rwanda. Il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont... Mais jusqu'à aujourd'hui, ça continue. En 1959, les Tutsis étaient tués, non? En 1974, ils étaient tués, non? Mais qu'est-ce qui s'est fait à l'est de la RDC en 1996-97? Et aussi, ils sont venus. Génocide. Donc, au fait, la paix tient surtout de la culture de la paix, amener les gens à vivre, à apprendre à vivre ensemble. C'est ce que nous, on a appris. C'est pourquoi, moi, quand je prends parole, n'attendez pas de moi que je fasse comme tout le monde. C'est devenu un fonds de commerce, mon frère Hassan. Si vous voulez être aimé de la population, il faut dire ceci. Est-ce que c'est ça qui va nous amener à la paix? Est-ce que le fait de dire que Rwandais, est-ce que c'est ça qui va nous amener à la paix? Non, ce qui nous a amené à la paix d'abord, c'est de restructurer notre système de défense, de devenir cette puissance militaire que nous avions. Restructurer notre système de défense, donc l'armée. L'armée, redevenir cette puissance militaire, puisque le professeur Paul Claval dit que, c'est un théoricien de stratégie, il dit que la paix n'est que le résultat de l'effet dissuasif que l'armée d'un État exerce sur ses potentiels agresseurs. Pour que nous puissions avoir la paix en face des Rwandais, ils doivent perdre notre armée. Il faut partir de là. Ce n'est pas le fait de crier, il faut ton son avion, il faut ton... C'est pas ça. Ce qui nous amène la paix, c'est la culture de la paix, que les élites comprennent que personne ne gagne dans la guerre. Et puis toute guerre se termine toujours dans cette table de négociation. Mais si vous pouvez aller directement sur... Vous pouvez épargner des vies humaines. Là, je suis en train de parler comme un opérateur de paix, un spécialiste de questions de management de la paix, défense et sécurité. Alors, je vais revenir maintenant, je vais chuter sur le Kinyarwanda. Beaucoup de gens... La grande question.
grande question. Comment est-ce que le Kinyarwanda bon, je vais revenir aussi ce que je vais dire hier, la fois passée, avec beaucoup plus de précision. Espérons que les gens vont le comprendre. D'abord, je dis, il faut éviter d'établir une identité entre Banyarwanda et Tutsi. D'abord, ça c'est une erreur. Tous les Banyarwanda ne sont pas des Tutsis. Mais sont des Rwandais. Bon, comme tous les Tutsis ne sont pas des Rwandais. Oui, il y a des Nilotiques, l'Éthiopie, oui. Même au Kenya, des Tutsis. Ce pays, on a les Bantous, les semi-Bantous, les Nilotiques, les Soudanais, les Dinotiques et les Pygmées. La fois passée, j'avais parlé de sultanat du Rwanda-Urundi. Je vais un peu revenir pour comprendre les Kinyarwanda, les sept choses de Banyarwanda. Parce que les gens disent, ce n'est pas notre langue, c'est la langue des Rwandais. Regardez. Les sultanats du Rwanda-Urundi, j'en avais parlé la fois passée. Avant l'arrivée des Belges, prenez le Nord Kivu et le Rwanda et le Burundi. Quelle langue on parlait là-bas? Ce n'est pas le Kinyarwanda. Il n'y avait que le Kinyarwanda à cette époque-là? Non, ça dit que leur langue, c'est la langue de Rwanda. Kinyarwanda veut dire que... Oui, qui vient du Rwanda. Voilà, qui vient du Rwanda. Voilà. C'est comme le dit le mot Kinyarwanda. La langue de Rwanda. Oui. Du Rwanda. On ne dit pas Kinya-Congo, non, c'est Kinyarwanda, ça vient du Rwanda. Voilà, oui. C'est leur langue. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En 1908, quand, en fait, c'est en 1908, quand le Congo devient... Oui. Le roi Baudouin. Le roi Léopold. 7, oui. En 1908, le roi a pris un décret demandant aux populations de se déterminer par rapport à la nouvelle frontière. Qui veulent rester dans le Congo belge, qui veulent rester dans le Rwanda ou aller dans le Rwanda. Ceux qui étaient restés dans le Congo belge, mon frère, c'est là où que les gens me suivent. Ceux qui étaient restés, Hutu, Tutsi, Batwa. Est-ce que vous me suivez? C'était le sultanat du Rwanda, les Tutsi, les Batwa. C'était pas sélectif. La même population qu'il y avait de l'autre côté, il y en avait aussi au Nord Kivu. C'est normal, non? Ah, c'est une population, c'est un territoire. Il y avait les Hutus, les Tutsis et les Batwa. De part et d'autre. Maintenant, les Hutus et les Tutsis, les Pygmées qui avaient opté de rester ici, ils ont eu la nationalité congolaise. On sommes d'accord? Oui, de ce territoire à délimiter, c'était d'office ceux qui sont restés. Oui. Maintenant, ils parlent quelle langue? Oui, ils sont venus avec leur langue à eux. Est-ce qu'ils parlent pas cette langue? Oui, c'est leur langue. Et ils ont cessé de parler depuis quand ils ont cessé de parler ça? Bah, c'est logique, c'est leur langue de base. Ils sont Donc, restés. Parler ici chez nous, mais de souches étrangères. C'est une langue qui est parlée chez nous, c'est ce que j'avais dit la fois passée. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ah, donc c'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que ceux qui sont restés dans la délimitation, ils sont venus avec leur langue à eux, qui est restée. Ils ont été là-bas depuis leurs ancêtres. Oui. Ils utilisent la même langue de leurs ancêtres. Ils utilisent le sultanat dans le sultanat de Rwanda, ils utilisent au Congo belge, ils l'utilisent en RDC. Oui, d'accord. Ils sont venus... Mais pourquoi ce n'est pas une langue qui se parle au Congo? On peut dire ça que ce n'est pas une langue qui se parle ici. En fait, mais cette langue n'a jamais été répertoriée parmi les 400 dialectes du Congo. Parmi les 400, je ne sais pas, une affaire de 450. Vous savez, quand nous parlons de notre pays, quand nous gérons ce qui est lié à la vie de notre pays, nous devons éviter des approximations. Nulle part je n'ai parlé de Maniamouli. Oui, tout à fait. Là, je suis d'accord. On n'a pas parlé de ça. Oui. La partie là des chefferies de Mohamedez là. En fait, ce qui était resté, les sujets de la sultan de Rwanda, ils ont été érigés en une chefferie secteur. Et ils ont mis un Mohamedez où il y a les Bantous, les Tutsis et les Pygmées qui parlent le Kinyarwanda. Ils ne parlent pas seulement le Kinyarwanda, ils parlent le Kirundi et le Kinyabusha qui est similaire. Mais mon frère, quand vous dites que le Kinyarwanda parlait ici, à quoi ça doit être un sacrilège? Tel que je viens de le démontrer là. À quoi ça doit être un appui au Rwandais? Alors, la grande question du public, c'était que cette langue n'est pas reconnue. Parmi les dialectes. Puisque tantôt on parle de Kihutu, quand on parle de Kinyarwanda, mais je sais qu'il y a par exemple Aloïs, il y a un auteur, Aloïs Terega, qui a écrit avec le préface de Jean Chrétien. Il parle de Banyarwanda. En fait, bon,
Les Banyarwanda, c'est une langue. Hein, Hein? une langue Parce que sur mes recherches que j'ai fait entre-temps, là, la langue n'est pas répertoriée. Nous, ici, les gens de l'Ouest, les Kinois particulièrement, il y a quelque chose que moi j'ai reproché. Nous avons tendance facilement à taxer les autres de Rwandais. Pas seulement les Banyarwanda. Vous allez faire peut-être un mouchi avec son nom de recours. Pour le Kinois moyen, il est Rwandais. Est-ce que nous, les leaders, on doit cautionner ça? Mais ça vaut la peine de dire, puisqu'il s'appelle Kerekuru, nécessairement il est Rwandais. Est-ce que c'est normal? C'est là mon bon combat. Je ne suis pas en train de défendre les Rwandais, mais je suis en train de dire que nous devons éviter de créer des fissures dans notre nation. Une nation divisée de l'intérieur devient vulnérable de l'extérieur. C'est pas normal que nous, ici, les jeunes gens de l'Ouest, dès que vous voyez quelqu'un avec un nom, ceci ou cela... Il y a un R, il y a un R. Quand il y a un R... Dès qu'il y a 2 ou 3 heures dedans, c'est fini, c'est un Rwandais. Est-ce que c'est normal? Je reviens sur les pères de la nation, qui connaissaient toutes ces choses-là, qui maîtrisaient ça. C'est pourquoi il y a eu les 25 ans sans la guerre. Mais quand on l'a mis à côté, on a commencé à la conférence nationale. Il y avait déjà entre les Nyanga et les Lendu, en Ituri, les Maël, les Kassai. Le vivre ensemble, c'est à nous, les leaders, de le promouvoir pour le bénéfice de la paix. Dans un État qui se respecte, il y a ce qu'on appelle l'État civil. Un enfant, quand il naît, il y a un fichier dès sa naissance. Et c'est difficile de tricher. Nous, on n'a pas un système d'État civil bien établi. Et n'importe qui, pour avoir le passeport congolais, ce n'est pas aussi compliqué qu'ailleurs. Et au niveau où nous en sommes maintenant, avec tout ce qui se passe, avec cette guerre de l'Est qui n'en finit pas, ça fait plus de 20 ans maintenant, des massacres, et ça continue, les territoires sont en train d'être grappillés, d'être pris. On tend à la balkanisation qu'avait décrié déjà dans les années 60 Patrice Lumumba. On a l'impression d'être aux portes de cette balkanisation que décrit Patrice Lumumba. Et maintenant, vous avez dit quelque part, restructurer l'armée. Mais la question que je voudrais vous poser, vous maintenant, en tant qu'ancien des forces spéciales, avec toute l'expérience que vous avez, avec toutes vos connaissances, votre cursus, alors que devrait faire l'armée congolaise actuelle pour alors tenir devant ces terroristes du M23? C'est la première question. Et ma sous-question, c'est... Maintenant, le président de la République a lancé cette mobilisation populaire pour que les civils aussi s'enrôlent dans l'armée pour aller combattre. Est-ce une piste de solution pour vaincre l'ennemi, faire la mobilisation populaire, que les civils s'enrôlent, les jeunes s'enrôlent, prennent les armes, aller au front? Est-ce une piste de solution? Donc voilà mes deux questions. Que doit faire l'armée actuelle et est-ce une piste de solution de ce recrutement, de mobilisation populaire? Merci. D'emblée, je voulais dire, ça me rappelait à l'époque, quand on était dans les cabinets avec le G. Mayele, il aimait dire que le président n'est pas notre conseiller. Le maréchal n'est pas notre conseiller. C'est nous qui sommes les conseillers du maréchal. Ça veut dire que le chef de l'État, le commandant suprême, il a des gens qui sont censés l'aider, des experts, des spécialistes. Et ce sont ces gens-là qui doivent l'aider. Concernant notre armée, le diagnostic, comment? Je l'avais dit la fois passée, il y a la trahison bien sûr. Mais à part la trahison, il y a un certain nombre d'éléments qui pèsent négativement sur le comportement de notre armée nationale. J'ai parlé de la formation des bases. J'ai parlé de la formation des bases. Et j'ai parlé de management du système de défense ensemble. Bon, je crois qu'on peut anticiper. Hein. On peut, au lieu d'être toujours chef à reporter. On se trompe souvent en pensant que pour vaincre, pour gagner, il faut nommer un Mamadou Ndala, un Mayele ou un Baouma, un homme comme commandant. Non, ce n'est pas celui-là qui fait gagner l'armée. Celui qui fait gagner l'armée, c'est celui qui gère la politique de défense. C'est-à-dire? L'autre, c'est un exécutant.
Celui qui conçoit la manière de les faire. Ça, c'est au niveau de la politique de défense. La question que nous devons nous poser est, est-ce que nous avons une politique de défense digne de ce nom? Constructive, critique constructive. Je ne suis pas en train de critiquer pour critiquer. En tant que connaisseur, je me dis que nous avons un problème depuis la chute du régime Mobutu. À mon humble avis, on n'a jamais eu de politique nationale, une politique nationale de défense cohérente. Jamais. Depuis la chute du régime, il y a des improvisations. La chute du régime Mobutu. Il y a toujours des improvisations. Par exemple, je vais donner un exemple. On va arriver à la politique, mais on est en train de circonscrire le cadre. Par exemple, en 2003, il y a eu ce qu'on appelle le plan national DDR. Démobilisation, désarmement et réinsertion. Avant que le plan national ne soit mis en marche, on avait déjà procédé au DDR à Ituri. Avant qu'il soit mis en marche. En marche. Donc c'est parti avant. Avant. C'est-à-dire que ce n'est pas cohérent. De deux. Entre-temps, on avait déjà, le ministre Ondekan avait fait un voyage en Belgique où il a amené des Belges pour venir former les gens qui s'engagent. Oui, je m'en souviens. Ensuite, on était dans les brassages, les mixages. Oui. Sur base de quelle politique? On n'avait pas une politique de défense cohérente. On faisait de l'improvisation. Or, quand on est là, en fait, c'est ça la navigation à vue. Quand on est dans la navigation à vue, on est exposé à des erreurs, des doubles emplois, des perpétuels recommencements. Et c'est ce que nous vivons depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, on revient sur le recrutement que le chef de l'État a lancé maintenant. Et c'est une première. Ce n'est pas une première. On se rappelle avec Mouzé. Avec Mouzé, tout à fait. Si, si. Est-ce que les conseillers du chef de l'État, je pense que c'est mieux de commencer par les commencements. On ne peut pas construire une maison par la toiture. Il faut commencer par la fondation. Donc nous, on devrait commencer par évaluer tout ce que nous avons comme problème dans l'armée, les ramasser tous. C'est ça qu'on appelle les profils des menaces. Qu'est-ce qu'on a comme problème de sécurité au niveau de l'armée, au niveau des frontières, au niveau des voisins? On dégage ce qu'on appelle, là on est dans le management de la paix, le management de la défense et sécurité. On dégage ce qu'on appelle un profil de la menace. Voilà les problèmes que nous avons. Maintenant, il faut trouver des solutions à ces problèmes-là. Et le solutionnaire là, c'est ça la politique de défense. Mais pour passer de l'évaluation du profil de la menace à la politique de défense, il y a des étapes intermédiaires. Nous devons définir une stratégie de sécurité nationale. Nous devons redéfinir notre doctrine militaire par rapport au contexte. Puisque, à l'époque, jusqu'à 90, la prédominance des guerres était des guerres classiques entre les États. Oui. Mais depuis 90, vous avez le chute du mur de Berlin, c'est surtout des guerres asymétriques. Oui. Mais nous, on continue à garder la même doctrine militaire de l'OTAN. On est D'accord. déphasé. C'est pourquoi les gens envoient des Yana, ils pensent que les avions... Non, on ne combat pas une rébellion primaire avec des avions et des hélicos. Et qu'est-ce qu'il faut? Il y a des techniques appropriées. Entre autres? Par exemple, il faut combattre les rebelles. Au fait, ce qu'on appelle les opérations en souplesse. Non, je comprends rien du tout là. Excusez-moi. Opération en souplesse, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà eu à faire ça dans un pays voisin. Je ne veux pas aller dans les détails. J'étais avec les généraux de ce pays-là, un pays africain, pas nécessairement voisin, un pays africain. J'étais avec les généraux. Ils m'ont dit, on est là avec les Angolais, les Maliens, ça tourne, on va, on rentre, jamais on a... J'ai dit, mon général, ils sont en vie. Hein, donc, dans un cadre restreint, oui. J'ai dit, mon général, à partir d'aujourd'hui, est-ce que vous voulez me suivre ce que je vais vous dire? Et ce que je vais vous dire, je vais vous demander de faire. Nous le faisons. Si 6 mois après, on n'a pas un résultat, moi j'ai démissionné. D'accord. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est hélico, mettez ça vraiment de côté. Ok.
tout ce qui est blindé, mettez ça de côté. Ok. Tout ce qui est Yana, les meilleurs de Staline, mettez ça de côté. Ils ont dit, mais comment vous allez faire? Non, mais ça de côté. Vous savez pourquoi? Les rebelles, ils sont sur le terrain. Mais, en fait, par exemple, les Yana, le Staline, oui. c'est pas moins de 20 km de portée. Mais quand, mon frère, quand vous tirez à 20 km, qu'est-ce que vous voyez? Vous visez qui? À 20 km. Vous avez fait des calculs, non? Oui. Voilà, ici, c'était le point. Okay. Parce qu'à ces moments précis qui sont là, ce sont des civils. Parce que quand les rebelles ont entendu le bruit, ils savent ce que c'est. Oui. Ils sont dans des abris aménagés. Et ce sont les civils qui sont distraits qui seront. Et ça peut partir comme ça des années, on n'aura pas un résultat. Maintenant, j'ai dit ça au Congolais. J'ai dit blindé, hélico, blindé, hélico, tout ça, mettons ça de côté. D'accord. On va maintenant commencer à faire comme eux, des opérations en souplesse. C'est-à-dire que vous avez des armes légères. Ok. Vous les surprenez. D'accord. Là, la peur change de camp. La peur change de camp. C'était le début de la défaite des rebelles. Parce qu'ils étaient habitués à attendre des hélicos. Maintenant, à tout moment, ils ne savaient plus quand est-ce qu'ils seront frappés. C'était ce qui a fait basculer. Ça, c'est au niveau de stratégie. Au niveau de stratégie. Je disais qu'il faut une politique nationale de défense. Une politique nationale, vous avez une vie d'ensemble, un solutionnaire d'ensemble, pour éviter les improvisations. Et la politique nationale de défense, c'est un tableau de bord pour les commandants suprêmes, pour les garants de notre système de défense. Ils savent qu'à tel jour, on va faire ceci. Voilà ce que nous pouvons faire, voilà ce que nous ne devons jamais faire. C'est ça la politique de défense. Tout est délimité. On appelle ça qu'on appelle le principe directeur. D'accord. Maintenant, quand on a cette politique de défense-là, on va maintenant l'appliquer. Alors, je vais être dans les concrets, puisqu'on est dans les nuages, qu'on descende un peu dans les concrets. Oui. Au niveau de la politique de défense, par exemple, il y a des concepts. Il y a le concept de rationalisation de la défense. Je vais vous expliquer. Et puis, conversion de la défense. La rationalisation de la défense, c'est un principe de management de la défense qui veut que on doit toujours chercher un juste milieu entre les moyens de l'État, les moyens du budget de l'État, les capacités budgétaires de l'État, les missions de l'armée et les effectifs. Il faut chercher un juste milieu. D'accord. Quand vous avez 30 sentinelles, à qui vous payez $10, ils seront sauf à stresser. En train de jouer au PMI, d'appeler un tel pour envoyer à la maison. Mais si vous avez 3 sentinelles à qui vous payez $100 chacun, vous êtes mieux protégé que d'avoir 30 sentinelles à qui vous payez $10. Oui. C'est ça le juste milieu. D'accord. Les missions. Alors, quand on a 300 millions, par exemple au niveau de l'Est, c'est là où je voulais en venir. Ce n'est pas un secret de défense. Je voulais d'abord ouvrir une parenthèse. Puisque les gens risquent de dire, mais vous commencez à exposer l'histoire de la défense au niveau de... Non, ça c'est dépassé. Aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous allez avoir la stratégie des États-Unis. Oui. Vous allez savoir même le nombre d'armes qu'ils ont. Donc, en fait, avec le nouveau paradigme de la sécurité humaine, des auteurs comme Susan Berry, Ken Booth, ont trouvé que, en fait, la sécurité était devenue un domaine de l'État qui est source des abus. D'accord. L'État s'est tellement défendu qu'il est devenu une menace pour la population, pour l'homme. Donc il faut maintenant associer l'homme à la gestion de la sécurité. D'accord. Et maintenant, pour associer l'homme, il faut que la société civile soit impliquée. Et là, je suis en train de parler en tant qu'au niveau de la société civile, au niveau de la chaire UNESCO. C'est comme ça, sur d'autres cieux, la société civile réfléchit sur les questions sécuritaires. Au niveau des universités, c'est la société civile. Et vous avez Centre d'études stratégiques de Washington, c'est de l'Université à Londres, Centre d'études stratégiques de Wills School of Governance à Djobourg. D'accord. Et nous ici, on s'est battu avec le professeur Mungala pour avoir les centres de la chaire UNESCO de l'Université de Kinshasa. Malheureusement, ils ont détruit ça à cause des règlements personnels. Et ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Voilà, malheureusement. Voilà, donc la réflexion sécuritaire sur notre cieux, pas des milliers d'universités dans la société civile, pour être récupérée par l'État. Donc la sécurité est devenue un domaine de collaboration entre l'État,
la société civile, les universités, les ONG et la classe politique. Donc on ne peut plus cacher. Donc si aujourd'hui, ce que je dis là, au de la défense, que ce que le profane ne prend pas, il a non, ça c'est dit, vous suivez, non? Bien sûr, c'est ouais, c'est un secret pour personne. Prenons les cas précis de l'Est. C'est là où je ne veux pas trop prendre le temps. Théoriquement, on a 10 000 hommes. Théoriquement, on a 10 000 hommes. Sur le terrain, oui. Sur le terrain. D'accord. Mais ils peuvent être moins ou plus, mais c'est de 10 000 hommes. 10 000, oui. Mon frère, c'est comme Arsène, vous savez que c'est contre-productif. C'est-à-dire? C'est comme on a 10 sentinelles qu'on paye 10 $ chaque. D'accord. D'accord. Ok. Quand on a 10 000 sur le terrain, je vais repartir sur notre histoire militaire. Le élément de manœuvre par excellence de notre armée, c'est un bataillon. On n'a pas, à part l'armée américaine et l'armée peut-être les Russes qui déploient des brigades. En Afrique, il n'y a aucun pays qui déploie une brigade. D'accord. Parce qu'on n'a pas cette logistique-là. On est habitué à combattre par des bataillons. Des bataillons. Bataillons. Ok. À la guerre de Chaba, il y avait un bataillon, la compagnie de Bolongakoy, la compagnie de Bossang, c'était un bataillon. Quand les Gémaïs récupèrent Colosie, en 2017, bataillon, on s'entend un bataillon Léopard. Bataillon Héros, c'est un bataillon. Quand on envoie les phases en intervention Moyen-Orient 71, premier bataillon d'infanterie. D'accord. Quand Mbouza Mabé démystifie la légion libyenne de Kadhafi, c'est 411e bataillon un bataillon. D'accord. Quand Mayele ridiculise James Kabaré à Gabiru à 10 km de Rwanda, c'est un bataillon. D'accord. Mais puisque notre élément de manœuvre par excellence, c'est un bataillon, mais pourquoi avoir 20 bataillons? C'est comme une équipe de football, c'est 11 joueurs. Oui. Mais vous faites une délégation de 220 joueurs. Mais l'argent là. Ouais. Maintenant, le juste milieu, c'est quoi? C'est que, comme notre élément de manœuvre, c'est un bataillon. Et regardez, même quand les Ougandais sont venus, ils ont un bataillon. Même quand les gens viennent, mais comme si vous regardez même les Kenyans là, si vous faites attention. Oui, le Kenya qui vient d'arriver. Faites attention, oui. Je mets l'information, mais ça doit être autour d'un bataillon. D'accord. Maintenant, l'élément de manœuvre, c'est les bataillons. Mais à quoi ça sert d'avoir des brigades? On peut avoir 3 bataillons. Un qui est déployé, un qui est de réserve, et l'autre qui est... Et quand on a 3 bataillons, c'est qu'on a à peu près 2000 à 2500 hommes. Alors, dans une parenthèse, pour qu'on puisse bien comprendre, c'est quoi la différence entre un bataillon et une brigade? Une brigade, c'est 3 bataillons au minimum. Ça fait à peu près 2500 hommes. Ah, une brigade, c'est plusieurs bataillons. Il faut passer. Oui. Le sous-lieutenant, comment les pelotons, 40 à 45 hommes. Fois 3, ça fait la compagnie, premier lieutenant. D'accord. Fois 3 bataillons, c'est à peu près 500. Ok. Fois 3, brigade à peu près dans les 2000 et quelques. D'accord. Donc le bataillon, c'est l'élément qu'il nous faut. Mais peut-être nous, on ne déploie que des bataillons. Alors, gardons 3 bataillons, on peut déployer un, ce sont des réserves. Maintenant, si on passe de 2000 hommes, je voulais en venir, au niveau management, j'ai dit que notre armée, on a un problème de management. Ce n'est pas les hommes. Puis on va dire, on a besoin d'un autre Mbouza Mabé. D'accord, mais Mbouza Mabé était là, Mamadou Nal était là, Baouma était là. Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que le problème est structurel. Il faut d'abord commencer par au niveau des management. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Est, si nous gardons 2500 hommes, au lieu de 10 000 inutiles, qui sont mal payés, ça favorise les pillages, ça favorise les exceptions au niveau des civils. Alors, la même somme que nous utilisons pour 10 000 hommes, on va commencer à l'utiliser pour 2500 hommes. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que celui qui touchait 200 000 va toucher 800 000. Imaginez-vous un peu l'homme qui était au front le mois passé, qui touchait 200 000 Congolais, qui se battait comment envoyer à sa femme. On lui dit que non, le mois ici vous allez toucher 800 000. Donc vous pouvez garder 300 000 pour vous, parce que vous avez toujours touché, et envoyer 500 000. Vous voyez au niveau de la morale? Et la logistique, ce sera pareil. Si vous aviez un gobelet du riz,
vous donnez maintenant 4 gobelets. D'accord. Si vous avez besoin d'un comprimé d'aspirine, vous en donnez maintenant 4. D'accord. Vous voyez déjà pourquoi les conditions de travail et sociales des militaires, c'est parmi les causes essentielles de notre comportement de l'armée. D'accord. Ça, c'est le premier point. On a arrangé le social des militaires grâce à un management rationnel de défense, une gestion des effectifs. Vous avez posé la question des restes. Les restes militaires n'allaient pas au service national. Là, ils sont plus productifs. Oui. Les riches se font d'une coopérative, un pourcentage de leur production, ils ont l'argent, ils vont envoyer dans la famille. Donc, on n'a pas besoin de 300 000 hommes, comme je l'avais dit la fois passée, et de 300 généraux. Excusez-moi, vraiment, que les gens prennent ça, ils prennent ça dans le sens de critique objective. Les phases, quand ils étaient les phases, ils dominaient l'Afrique. Il y avait une vingtaine de généraux actifs. Et 3 brigades d'élite. Et on déployait un bataillon. D'accord. On peut le faire aujourd'hui. Et en le faisant, les capacités budgétaires de l'armée vont multiplier par 4. Donc, côté social et professionnel, conditions de travail, socio-professionnel, de travail des militaires, on aura résolu comment par une rationalisation des effectifs. Bon, l'autre notion, c'est la conversion de la défense. Ça veut dire qu'en temps de paix, les surplus du potentiel militaire, les munitions, les armes, ça doit être déversé au service de développement. Développement, au secteur de développement. J'avais fait la fois passer des camions pour faire les élections. Le camion de l'armée. Oui, qui était à Séni. À la Séni. C'est une idée. Ça veut dire que ces camions-là de l'armée, en temps de paix, au lieu d'être, ça peut aller dans l'agriculture. On peut mettre ça à disposition du ministère de l'Agriculture. Les officiers de génie, moi j'ai fait le génie de combat, mais c'est fait le génie de construction. Mais ils peuvent être à l'office de route pour construire des routes. C'est ce qu'on appelle la conversion de la route. C'est-à-dire que les surplus du potentiel humain et matériel de l'armée mobilisé en temps de guerre. En temps de paix maintenant, ça doit être reversé dans le service du développement. D'accord. Ça produit. Et ça rend flou la caisse de l'État. Ça c'est un volet. Le deuxième volet, on vient sur la formation de base. Formation de base. Pour les militaires. Puisque une armée, la valeur d'une armée, ce n'est pas les avions qu'on achète en Russie. Ce n'est pas les armes. Ce n'est pas ça qui fait la force d'une armée. Moussa Mabé avait défait la Libye qui avait des missiles. Et l'arme la plus sophistiquée, c'est la lance-roquette numéro 7. C'est que vous voyez les militaires passer avec un défilé, là, oui. Comme un maïs. Voilà. Mais comment est-ce qu'il avait fait alors, Moussa Mabé?